Bonjour à tous, donc je suis désolée de ne pas pouvoir être parmi vous, mais malgré tout, voilà, je suis ravie de participer à votre événement. La cause des enfants évidemment est très importante pour moi. En 2 mots pour me présenter, donc je suis Karina Terki, je suis psychologue clinicienne et thérapeute EMDR. J'ai une pratique, dans diverses institutions depuis plusieurs années, tout au long de ma carrière et actuellement je suis, installée en libéral dans le sud de la France, près d'Avignon. Donc je vais vous, lire un peu le travail que j'ai fait, depuis la crise covid et donc je vais faire un constat clinique sur l'impact qu'ont eu les confinements et le port du masque sur le développement des enfants et nous verrons également comment le questionnement sur le genre et la sexualité s'inscrivent dans la même logique et avec les mêmes conséquences. Pour ce faire, nous allons faire un état des lieux à partir de la clinique du traumatisme, à l'aide de notions que je vais illustrer. Le choc traumatique avec les fractions, la sidération, la dissociation psychique et la dissonance cognitive. Nous allons voir comment ces mécanismes opéraient et opèrent encore sur les enfants. Enfin, en conclusion, nous examinerons les alternatives possibles pour sortir du traumatisme et redonner aux enfants la place qui leur est due. Tout a commencé par une histoire étrange. La mort rôdait, devrais-je dire rôde encore, sous la forme d'un virus masculin, puis devenu féminin en l'espace d'1 an. Les fractions psychiques, causées par le choc de l'annonce d'un danger mortel, imminent et invisible, a produit la sidération traumatique. Le temps vécu fut égrené par les confinements, l'atmosphère anxiogène, les litanies de chiffres. Ce fut un moment par définition traumatique, car dénué de toute continuité, de toute chronologie, de toute représentation d'un futur probable, puisque nous étions sous la menace d'un risque mortel. Le traumatisme fige ainsi le temps dans un présent permanent, le futur étant inenvisageable et le passé impossible à solliciter. Les parents se sont retrouvés dans l'incapacité de discerner la situation, car eux-mêmes figés par l'état de sidération. En effet, en situation de choc traumatique, la défense psychique consiste à se dissocier, c'est-à-dire que l'intensité de la réaction de stress entraîne une coupure émotionnelle, l'impossibilité de penser, de réfléchir et la paralysie physique. Simultanément, se créent des mémoires traumatiques qui contiennent tous les éléments liés au choc. Retenons ceci, le corps et le psychisme restent en état d'alerte avec des symptômes tels que les insomnies, l'agitation, l'anxiété, les pleurs, la tristesse, la colère, l'hypervigilance. Le trauma est autant psychique que corporel. Examinons maintenant les conséquences sur les relations parents-enfants. Nous étions donc en présence de parents dissociés qui se sont retrouvés infantilisés, déresponsabilisés, puisque, de manière volontaire ou non, ils ont délégué leur rôle de figure rassurante à une entité politico-sanitaire. Pris dans une dynamique d'obéissance, car eux-mêmes cherchant une réassurance, dissociés et donc manipulables, les parents sont devenus, malgré eux, de manière perverse, les bourreaux de leurs propres enfants. C'est ainsi que la dissonance cognitive s'est installée. L'obéissance aux directives gouvernementales est devenue la règle, mettant les parents en situation de déléguer leur autorité à un pouvoir supérieur, quand bien même ce dernier faisait preuve de maltraitance sur leur propre enfant. Je t'aime, donc je consens à ta maltraitance. La relation aux enfants fut prise dans une dynamique d'injonction paradoxale, ce qui a été théorisé en psychologie comme la double contrainte, où deux propositions contradictoires cohabitent et tenter de répondre à l'une, c'est désobéir à l'autre. Ainsi,
les enfants se sont retrouvés maltraités par des parents chargés de les protéger, et cela a été redoublé par le système scolaire. C'est la dynamique même des enfants abusés par ceux chargés de les aimer et de les protéger. Nous connaissons les dégâts de ces injonctions paradoxales chez l'adulte depuis les recherches en psychopathologie sur la schizophrénie. Et mettre des enfants dans ces situations, c'est engendrer inévitablement des traumatismes psychiques. Malheureusement, le constat n'a pas tardé. Les pathologies infantiles sont en augmentation depuis, avec notamment l'apparition de suicides chez les enfants, les troubles du type phobie, insomnie, troubles obsessionnels compulsifs, troubles anxieux, avec une possibilité d'évolution à moyen et long terme vers des pathologies telles que la schizophrénie, la perversion et la paranoïa. Léa ne dort quasiment plus depuis 3 ans. Mon cerveau tourne à toute vitesse. J'ai plein d'images dans la tête. Je fais des cauchemars. C'est confus. C'est comme dans Apocalypse Zombie. C'est l'apocalypse et on doit survivre. Quand je me réveille, je vais voir si mon frère et ma sœur sont en vie. Je suis tout le temps sur mes gardes. Elle a pu retourner à l'école il y a quelques semaines et me dit: dans mon cartable, j'ai toujours de l'argent, de la nourriture et de l'eau, parce que le danger est partout. Au moment du port du masque, les enfants ont subi les injonctions paradoxales du type parler bâillonné, respirer bâillonné. Là aussi, les conséquences ont été immédiatement perceptibles à travers différents troubles touchant le langage, les apprentissages scolaires et la sphère émotionnelle par carence de stimulation. Le trauma affecte le développement moteur, cognitif, affectif et émotionnel. Simon avait 1 an au moment du premier confinement, en avril 2020. Il arrachait le masque des adultes. À 2 ans, il ne savait dire que 2 mots. Des séances d'orthophonie lui ont permis de rattraper ce retard. Nicolas, lui, faisait son entrée au CP. On devait mettre le masque, c'est maman qui les faisait. Je le mettais comme les copains. C'était dur parce qu'on ne pouvait pas respirer et ça tenait chaud. La formation de l'intelligence au sens développemental passe par l'intégration et l'assimilation de nouvelles connaissances. L'acquisition du langage, du vocabulaire, de la grammaire permet la construction d'une représentation du monde et de se penser soi-même dans le monde. Ce temps de maturation nécessaire a été supplanté par celui de la présence ou de l'absence d'un agent pathogène modifiant le rythme des enfants, altérant toutes les acquisitions par absence de continuité. Se penser dans le monde est devenu impossible pour les enfants, soumis à une temporalité fractionnée, arbitraire, avec des parents dissociés et un système scolaire qui, sous couvert d'une politique sanitaire, est devenu un système autoritaire ne pouvant plus assurer sa fonction éducative, garante de la transmission et du développement des savoirs. Lou est en grande section de maternelle au mois de juin 2020. Elle est retournée à l'école car ses parents sont soignants. Pour des raisons d'organisation, elle s'est retrouvée dans une autre classe avec d'autres élèves, une autre institutrice et un autre dortoir. Chaque enfant était seul à sa table, séparé des autres par un tapis sur lequel il devait évoluer, avec interdiction de toucher ses camarades. Elle pensait qu'on l'avait changé d'école et ne voulait plus y retourner. Lou a développé depuis des problèmes de peau et s'approche difficilement des enfants comme des adultes. Sabrina, elle, a fait une phobie scolaire qui a duré 1 an. Le premier confinement a été agréable. Tout le monde était pareil, on communiquait sur les réseaux sociaux. Mais ensuite, j'ai eu la pression d'aller à l'école. C'était anxiogène. Tout le monde ne parlait que de ça. Tout se rattachait à ça. Il fallait avoir des masques. On ne parlait que de ça. Je ne supportais plus de voir tout ce monde. J'avais des crises d'angoisse. J'étais mieux à la maison. Les directives de toutes sortes
ont conduit à la mise en œuvre de la maltraitance sur les enfants par la mise à mal systématique des éléments permettant leur structuration psychique. Les premiers modèles identificatoires sont les parents, garants d'un attachement protecteur permettant un développement harmonieux. Or, nous voici avec des enfants dont les premiers étayages, les parents, sont fragilisés par défaut de contenance et de structuration. L'image de soi et du schéma corporel ont également subi les effets délétères de ces carences langagières, sensorielles et relationnelles. Il en résulte aujourd'hui des troubles phobiques, anxieux et somatoformes chez les enfants. Nous avons ensuite assisté à l'entrée à l'école et dans la société dans son ensemble aux directives à propos du genre et de la sexualité des enfants. Je vous ai dit que le trauma affecte le corps qu'il intègre sans pouvoir le métaboliser. Pour exemple, imaginez un bébé dans les bras de ses parents en état d'inquiétude. Son corps emmagasine des sensations, mais son cerveau ne peut le métaboliser car il est immature. Il en gardera l'empreinte corporelle traumatique. Tous les enfants ont baigné dans cette atmosphère mortifère durant plusieurs années. Si nous reprenons le développement de l'enfant, la question du biologique est fondamentale, puisque le corps sexué, qui n'est pas la sexualité, assigne le genre. Dénier le biologique, c'est dénier la castration au sens symbolique, c'est-à-dire refuser en même temps la limite et le cadre dans lequel l'enfant peut se développer et s'épanouir. Parler de changement de sexe et aller parfois jusqu'à le proposer, alors que l'enfant en est au stade de la pensée magique, c'est-à-dire que tout est réalisable pour lui, c'est le confronter à un mensonge qui consisterait à lui faire croire que l'on peut changer le biologique en passant sous silence la mutilation que cela représente et le confronter à un traumatisme de l'ordre du sexuel. Pourquoi ? Parce que parler de sexualité à un enfant, c'est une projection de la sexualité adulte sur un enfant qui n'est pas mature psychiquement et physiologiquement. C'est cela qui fait l'effraction traumatique. La sexualité infantile n'existe pas au sens où l'on voudrait le faire croire, car l'organe ne fait pas la fonction. Et ce faisant, on confronte un enfant qui en est au stade de la construction de son identité sexuée à la sexualité d'un adulte. La question se pose de fait lorsqu'un enfant demande un changement de sexe. L'adulte, en acceptant ceci, nie l'assignation biologique de l'enfant, valide la possibilité de changer de sexe et légitime de surcroît les fantasmes d'auto-engendrement par auto-nomination. Quel message est adressé à un enfant lorsqu'on entérine ce fantasme ? On lui assigne une place hors castration, qui le met dans la toute-puissance, c'est-à-dire devenir l'égal d'un dieu ou aller jusqu'à la folie, puisque la réalité est niée. Valider ce fantasme, c'est également sortir l'enfant de sa lignée généalogique. Nul besoin d'ancêtre, puisque l'enfant est à ce titre conçu et engendré par lui-même. De plus, le changement validé par la langue, tel le pronom « yel », est bien symptomatique de la confusion dans laquelle les enfants sont plongés et maintenus alors même qu'ils sont en plein apprentissage du langage. La confusion est aggravée d'autant plus lorsque des adultes ayant, eux, une identité sexuelle établie, se transvestissant, racontent aux enfants combien c'est agréable. C'est une effraction de plus opérée sur les enfants. La clinique nous enseigne qu'un développement harmonieux nécessite de se construire dans l'altérité, de s'inscrire dans une lignée et d'en accepter et partager les règles. Ceci permet de se structurer dans un dialogue permanent, parfois conflictuel, où l'adulte rassure et contient. C'est à cette condition que l'enfant peut se projeter dans l'avenir, parmi les siens et dans la société. Nous avons fait le constat suivant. Tout au long
de la crise sanitaire, les directives gouvernementales ont provoqué la séparation des familles, physiquement et psychiquement, empêchant ainsi ce rapport à l'altérité, l'autre devenant potentiellement une menace mortelle. Aujourd'hui encore, les traces traumatiques persistent dans de nombreuses familles qui n'ont pu retrouver leur équilibre. Si l'on se remémore le sort fait aux personnes âgées, retenons que ce maillon relationnel important, lui aussi, a été exclu, puisque désormais, les générations ne pouvaient plus cohabiter, au risque de potentiellement mourir. Lors de l'anniversaire de Simon, parce qu'il a soufflé les 2 bougies de son gâteau sans masque, le grand-père masqué n'a pas voulu manger de gâteau. Nous voyons qu'au même titre que le masque, la question du genre soulève elle aussi la problématique transgénérationnelle puisqu'elle désarime les enfants de leur généalogie. Nous pouvons remarquer le même processus à l'œuvre, que ce soit dans la crise sanitaire ou la problématique du genre. Les enfants sont projetés dans une dimension où le temps n'existe pas, puisqu'il n'y a plus de passé, le présent est suspendu et l'avenir totalement absent. C'est la conséquence première du trauma, et nous voyons comment les enfants sont maintenus dans cette problématique depuis maintenant plusieurs années. Nous sommes face à une situation sociétale où potentiellement les enfants n'auraient pas d'identité physique, pas d'identité psychique et pas d'inscription dans une ascendance ni dans une descendance. Nous voyons comment chaque enfant et chaque parent a été maltraité durant tout ce temps. Ils nous racontent tous les effets traumatiques des confinements, des directives sanitaires et scolaires diverses sur leur psychisme et leur corps. Chacun en a gardé l'empreinte psychique, émotionnelle et physique jusqu'à aujourd'hui. Et l'on voit bien la nécessité de réparer ces traumatismes. Des alternatives existent. Il s'agit de proposer de nouvelles identifications aux enfants. La boussole qui nous oriente est celle de la clinique de la prise en charge du traumatisme, c'est-à-dire qui consiste à en soigner les séquelles. Elle nous enseigne qu'à partir de la réassurance, de la confiance dans la relation, une restauration psychique, émotionnelle et corporelle est possible. Cette possibilité permet à la personne traumatisée de retrouver ses potentialités et sa dynamique existentielle. C'est dans une écoute attentive, bienveillante et rassurante que pourront émerger et se déployer les ressources des enfants. Rappelons une règle fondamentale. Un enfant est un enfant, un adulte est un adulte. Respecter les enfants, c'est leur permettre de s'inscrire dans le champ des possibles d'un enfant et non pas en l'affublant des fantasmes d'adultes. C'est en veillant à maintenir un environnement affectif, sécurisant et stable que la sortie du trauma est possible. Léa nous dit ceci. Je veux qu'on me respecte. Je veux que les adultes me respectent. Ils disent des choses, mais ne le font pas eux-mêmes. Elle a ainsi trouvé un intérêt particulier pour la Corée, sa nourriture, sa culture musicale. Ce sont des gens respectueux, dit-elle. Rassurer les enfants, les respecter, c'est leur proposer des repères et des modèles identificatoires propres à leur stade développemental, avec une temporalité et une rythmicité propres. Ceci afin de ne pas les projeter dans des problématiques qui ne sont pas les leurs, au risque, nous le savons clairement aujourd'hui, de les traumatiser. Les enfants nous interrogent sur nos valeurs. Il est important d'y répondre, car c'est dans ce dialogue retrouvé que s'instaure et se développe la relation rassurante et structurante qui permettra à l'enfant de s'inscrire dans les principes philosophiques fondamentaux de ce qui fonde notre condition humaine. Ce dialogue va être absolument crucial lorsque des mémoires traumatiques surgiront. L'adulte devra alors rassurer, protéger, accueillir et mettre du sens dans ce que l'enfant exprimera sur ce qui lui est arrivé et ce qu'il ressent.
Le dialogue intérieur se fait parfois avec Dieu lorsque les enfants aspirent à trouver des réponses ou en tout cas à poser leurs questions. Ils en appellent à la transcendance, à la spiritualité, parfois à d'autres cultures, afin de trouver des réponses à leurs questions existentielles. Sabrina explique: je me suis intéressée à la spiritualité. J'ai lu la Bible, le Coran, je parlais à Dieu tous les jours. J'ai aussi découvert des styles de musique, des groupes qui avaient le même âge que moi. C'est tout ça qui m'a aidé à retourner à l'école. Notre responsabilité d'adulte et de parents est bien convoquée dans toutes ces dimensions. Il s'agit, que ce soit dans les familles, à l'école ou dans la société plus largement, de réintroduire les références dont les enfants ont besoin pour s'inscrire dans ce qui fera le lien social. Léa et Sabrina nous le disent, elles veulent être comme les autres. Il s'agit également de réhabiliter la langue comme premier outil relationnel, de lui redonner sa richesse. Celle-ci a été incroyablement mise à mal, l'amenant même à produire de la confusion. Il est plus qu'urgent de réintroduire des références intellectuelles, littéraires, artistiques, culturelles et spirituelles sur lesquelles l'enfant pourra s'appuyer pour se construire à lui-même, aux autres, et ainsi constituer sa propre vision du monde. À l'ère du métaverse qui voudrait nous propulser dans une dimension où le corps, le temps, le langage seraient anéantis, ces enfants nous rappellent notre incarnation, notre condition humaine dans sa richesse, sa complexité et sa finitude. Protéger les enfants nécessite également pour les parents d'assumer leur autorité, au risque de perdre un pseudo-confort qui les exonère de toute responsabilité. Être parent, c'est accepter la dimension de sacrifice et de perte inhérente à la fonction parentale. Des parents ont pris des décisions pour leur enfant. Ils se sont fait confiance. Ils ont écouté leur éthique parentale. Même pris dans le conflit de loyauté entre la désobéissance à l'institution, à leurs propres parents et leurs enfants, ils se sont positionnés au bénéfice de leur enfant afin de leur prodiguer amour et protection. Maud dira ainsi: mes parents et beaux-parents ne veulent plus voir mes enfants depuis le masque. Les relations avec eux sont devenues difficiles ou agressives. Nous avons décidé de partir à l'étranger. Je ne veux pas que mes enfants souffrent. La décision est difficile à prendre, mais mes enfants passent avant tout. Cette situation concerne la société dans son ensemble. Nous ne pouvons, en effet, nous dégager de notre responsabilité à l'égard des générations futures. Nous devons soutenir, quoi qu'il en soit, et quoi qu'il en coûte, la cause des enfants, en leur donnant amour, protection, bienveillance, éducation et respect. Merci.